Salam alaikum. Donc on va essayer de continuer, comme j'ai dit, sur une petite partie pour essayer de généraliser à peu près ce qui se passe quand nous avons un séisme. Donc on était arrivé à l'ALEA. Au niveau sol, en général, quand vous avez un séisme, il y a ce qu'on appelle des enregistrements sismiques qui indiquent à peu près tout ce qui est physique concernant le séisme, surtout en termes de sol. Quand le sol va vibrer, quand il va y avoir un tremblement de terre, en général, donc, le sol n'est pas fixe, il va vibrer. Ici, on met des enregistreurs, ce qu'on appelle généralement maintenant, c'est des stations d'enregistrement. À chaque fois qu'il y a un mouvement, ces stations commencent à enregistrer ce qui s'est passé sur le sol. Et généralement, on va mesurer donc les vibrations, si bien que les vibrations sont généralement aléatoires. Donc elles sont dans toutes les directions. On a vu déjà à travers les ondes qu'on a introduites, nous avons les ondes de volume qui sont donc enregistrées. C'est des ondes qui ont tendance à aller verticalement. Des ondes P, les ondes S. Et ensuite, on arrive à des ondes de surface, où vous avez deux types d'ondes aussi. Les ondes de relais et les ondes de lobe. Les ondes de lobe, c'est des ondes transversales de cisaillement au niveau du sol. Les ondes de relais, c'est des ondes comme des vagues au niveau donc, du sol. Et bien sûr, on doit, parce que les bâtiments sont sur le sol, donc elles vont subir ces mouvements du sol. Tout est rigide, le sol est rigide, le bâtiment aussi, il est rigide. Ok? Et donc vous avez en général des enregistrements qui sont essentiels au niveau donc de l'approche sismique. On est obligé d'enregistrer qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'il va se passer beaucoup de choses au niveau du sol. Et généralement, nous sommes dans les trois directions. Et c'est pour ça que quand vous avez des enregistrements, généralement on mesure les enregistrements selon les trois directions. Selon l'espace, X, Y et Z. Donc dans le sens transversal, dans le sens plan, qu'est-ce qui se passe? Et aussi dans le sens vertical, qu'est-ce qui se passe? Et donc on doit enregistrer tout ça est mesuré, généralement des 600 mètres, un vertical et deux horizontaux, orientés en général dans le sud, nord-sud et est-ouest. Ensuite on va essayer de faire la projection, quand vous avez deux sens, on peut donc tirer une projection, résultat maximal, qui a eu lieu donc pour ce séisme-là. Donc ça, en général, on a besoin d'un enregistrement. Maintenant, on arrive à un travail réellement mécanique, génie civil. C'est-à-dire, tout ce qu'on a vu, c'était une approche où il y avait beaucoup d'intervenants. Maintenant, nous arrivons à un stade où on doit développer donc, une méthodologie de calcul pour pouvoir maîtriser donc, le concept au niveau sismique. Et on arrive donc à une quantification, quelque chose de quantifié, et qu'on va essayer d'utiliser dans le cadre d'une protection que je cherche, surtout en termes de composantes sismiques, que ce soit déplacement, on peut parler de donc on va généralement, nous avons trois possibilités d'enregistrement. On peut calculer, voilà, enregistrer le déplacement du sol, de combien c'est déplacé, de centimètres, de millimètres, que ce soit dans le sens transversal ou bien en hauteur aussi. On peut mesurer tout ça. Quand le sol bouge, c'est des mouvements, donc ils peuvent être mesurés. On peut aussi mesurer la vitesse. La vitesse du mouvement peut être mesurée. À quelle vitesse ça a bougé, le sol a bougé. Et on peut aussi mesurer une troisième composante, c'est l'accélération. L'accélération qui a eu lieu dans le sol. Tout ça peut être mesuré. Tout ça peut être mesuré. Et on peut voir ici, après, c'est une station. Donc c'est très simple. Ok? C'est pour ça une station, c'était une petite bâtisse sur le sol. Et vous avez des enregistreurs, ça, des enregistreurs électroniques. Et dès qu'il y a un mouvement du sol, il commence à enregistrer. Vous avez donc des enregistrements. Ici, c'est les trois composantes. En général, on peut avoir un qui fait tout en même temps, parce que maintenant il y a beaucoup de développement. Ok? Et généralement, dans l'évaluation
dans l'évaluation, parce que nous sommes passés d'une analyse statistique probabilité. Est-ce qu'il y a vraiment un risque qu'il y ait un séisme? Tout ça a été l'aléa. On a parlé donc du risque de la vulnérabilité aussi, le bâti, le site. Tout ça, ça constitue un risque. Et donc, s'il y a un risque sismique, comment on va essayer de l'évaluer, ce risque sismique? Comment on va essayer de l'évaluer? Okay. Et là, on passe à une deuxième étape, comme j'ai dit, c'est carrément l'étape de quantification. Généralement, on peut donner au risque sismique une accélération. On peut lui donner que ça se pourrait que dans une région, nous allons avoir un risque sismique avec une accélération qui est égale à temps. On peut donner dans les prédictions l'accélération probable que peut atteindre le sol si vous avez un séisme. On peut aussi donner des vitesses et on peut aussi donner des mouvements au niveau de notre sol. Et généralement, il y a beaucoup de pays, la majorité des pays travaillent avec l'accélération du sol. Beaucoup de pays travaillent avec l'accélération. Ils travaillent avec gamma sol. De combien a été l'accélération du mouvement du sol quand il y a eu tremblement de terre? Voilà, dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? Il y a des pays qui travaillent avec des vitesses. Je crois que le Canada ne travaille pas avec l'accélération, donc il travaille avec la vitesse du sol. Donc il y a beaucoup de mécanismes, il y a des pays qui travaillent avec le déplacement du sol, en termes de déplacement. Bien sûr, quand on parle d'accélération, la majorité des pays en général, comme j'ai dit, travaillent avec l'accélération. Parmi eux, l'Algérie. Donc là, on va donner à un site donné une probabilité de risque donné avec une accélération de site donné. Ok? Donc si vous avez, on peut par exemple dans une région où il n'y a pas eu beaucoup de séismes, qui n'ont pas été importants, par rapport à un lieu où le séisme a atteint un sommet, et bien, comment ils seront différenciés les deux? Ils seront différenciés par l'accélération sismique. Ici, je vais avoir une accélération beaucoup plus supérieure. Et dans cette zone-là, c'est vrai qu'il y a des séismes, mais des séismes modérés. Et on va donner donc une accélération plus faible. Donc, tout le zoning en général, ce qui nous intéresse dans un zoning, c'est les accélérations du sol quand il va y avoir probabilité d'avoir un séisme. Donc là, on va travailler en général. Bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est l'accélération maximale. Ça ne nous intéresse pas une accélération de démarrage du séisme ou bien de fin du séisme. Quand vous avez un séisme, ça va démarrer. Vous allez avoir donc un pic maximum d'accélération. Ensuite, il va s'atténuer et vous allez avoir jusqu'à zéro accélération. Donc, ce qui nous intéresse en général, nous, en tant que génie civil, ce qui nous intéresse là, c'est ce qui s'est passé au niveau max. C'est ce qui s'est passé au niveau maximal. Voilà, au niveau maximal. C'est le niveau, ce qui nous intéresse là, c'est le niveau maximal. Ce n'est pas les autres niveaux. Parce que si je conçois une structure qui résiste à un maximal, elle va résister à tous les autres. Elle va résister tout le long du séisme. Ok? Et cette accélération, en général, elle est toujours exprimée en fonction de G. En fonction de G. Des fois, les gens ne comprennent pas. Quand vous allez dans les règles sismiques, vous n'allez pas trouver le G. Vous allez trouver le paramètre A qui est l'accélération. Vous allez trouver A, l'accélération. Vous allez trouver A. Dans les séismes, on va vous donner A. Ça, c'est l'accélération du sol. On nous dit que A, par exemple, égale à 0,2. Ok? Ça ne veut rien dire, 0,2. Mais pour nous, puisque c'est en fonction de G, pour moi, ça veut dire que l'accélération, c'est égal à 0,2 G. C'est 0,2 G. C'est-à-dire 9,81 mètres par seconde au carré, multiplié par 0,2. Et vous avez à peu près
9,81. Voilà. Non, c'est plus. Ok. Donc c'est combien 0,981? Donc fois 0,2. Ça va donner une certaine valeur. Ça, si je prends G égale à 10, c'est bon. Je prends 10 mètres par seconde au carré. Donc vous avez 0,2, ce sera 2 mètres par seconde au carré. Ok. Donc en général, une accélération, dans tous les règlements, vous pouvez ne pas voir G. Vous pouvez ne pas le voir, mais si on vous donne A égale à 0,2, il faut que vous ayez en tête que c'est une accélération par rapport en fonction de G. Avec G, vite on peut l'arrondir à 10 ici. Ok. Et là, nous avons à peu près les étapes en général. Dans une analyse enseignée en général, vous voyez que la sismicité instrumentale, les instruments de mesure, etc., sont très récents. Donc c'est une échelle logarithmique. Il date de 50 ou 60 ans. Ok, donc c'est très récent les enregistrements. Vous avez avant, on se basait sur la sismicité qui était racontée par les historiens, par les grands-parents qui se sont transmis aux enfants et à leurs enfants. Donc ça c'est l'histoire, récente l'histoire. Il ne peut pas être vraiment très loin. Ok. Ensuite vous avez l'archéosismicité, donc là on entre dans l'archéologie, on peut aller plus loin, jusqu'à 3000 à 4000 ans. Les archéologues, ils découvrent des villes qui ont été donc détruites. Ok, vous avez ce qu'on appelle la paléosismicité. La paléosismicité, elle va très loin. Okay. Elle va jusqu'à, vous voyez, c'est à peu près 100 000, on peut aller jusqu'à peut-être 500 000 ans. On va discuter, je vais parler un peu de tout ce qui est paléosismicité. Je vais parler un peu de paléosismicité parce que nous avons quelques livres, et on va les utiliser. Nous avons par exemple, nous allons utiliser le Coran. Et on va essayer de voir qu'il parle d'histoire très lointaine. Ça a été confirmé par des archéologues. En parlant, on discutera. C'est un point vraiment crucial. On va discuter de tout ça. Si on prend le Coran comme étant qu'il raconte des histoires très loin. Et bien sûr, on va essayer de confirmer est-ce que vraiment c'est de l'histoire réelle, comme disent d'autres personnes, c'est de l'histoire fictive. Okay. On va essayer de voir tout ça, donc tout ce qui est paléosismicité. Les gens ont beaucoup travaillé là. On avait discuté déjà de l'aléa sismique. On va s'intéresser maintenant à l'Algérie, au niveau aléa sismique. Et parmi, bien sûr, durant le siècle passé, on a eu 13 ou moins séismes ont atteint une magnitude supérieure à 5. Donc c'est vraiment un peu grave ici. Okay. En outre, 2 événements sismiques, magnitude supérieure à 6, et d'intensité maximale égale à 7, tel que celui de Schliff, Lasram, ex-Lasram. Okay. Bien sûr, ça a provoqué beaucoup de dégâts. Ça a provoqué beaucoup de dégâts en Algérie, beaucoup de morts, beaucoup de pertes en vie, beaucoup de blessés, beaucoup de bâtiments qui ont été démolis. Et sachez bien que le séisme de Boumerdès, depuis 2003 jusqu'à 2024, il y a des gens qui n'ont pas encore eu d'habitation. Ils sont encore quasiment dans quelque chose de provisoire. Okay, donc c'est très compliqué, que ce soit pour la personne, que ce soit pour l'État aussi. Parce que comme je dis, ça refait des efforts qui ont été acquis pendant 5 ans, peut-être démolis en 30 à 45 ans. Au niveau des objectifs, quel est notre objectif? En tant que génie civil, on devient responsable. On devient responsable, sauf bien sûr, sauf si ce qu'on nous a donné, il faut. On devient responsable si tout ce qui nous a été donné est vrai. Si tout ce qui nous a été donné au niveau sol, si le zoning est exact, si
si les accélérations sont exactes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surprise, nous sommes les premiers responsables de la protection sismique. On ne devient plus responsable d'une protection sismique quand ce qu'on a pris comme hypothèse est devenu faux. Si une zone est classée en zone de faible sismicité et qu'on travaille, nous, sur une zone de faible sismicité, s'il arrive un séisme de moyenne sismicité, et là, donc, on n'est plus responsable. La responsabilité incombe aux gens qui ont travaillé sur la variable. Ils doivent donc revoir tout ce qui est aléa sismique. Mais si tout est vrai, si le zoning est vrai, si l'accélération est vraie, donc moyenne sismicité, et s'il y a quelque chose, eh bien on devient le premier responsable. La responsabilité va incomber à l'ingénieur, au contrôleur et au réalisateur. Ils sont trois responsables quand il y a un séisme qui n'a pas dépassé ce qui a été donné comme hypothèse. Il y a trois responsabilités. L'ingénieur, qui a donc fait la conception et l'étude d'un ouvrage. Il y a le vérificateur, le contrôleur. Ok. Il y a aussi l'entreprise qui a réalisé. Il faut maintenant déceler parmi ces trois quel est le responsable. Est-ce qu'il y a une personne qui est responsable ou bien est-ce qu'ils ont une responsabilité qui est partagée? Donc tout ça doit être donc mis au clair. Donc la protection sismique, justement, elle permet de dégager un certain seuil, ce qu'on appelle d'acceptabilité. C'est-à-dire que le risque, la question qui se pose en général, que peut-il arriver? Ok? Bien sûr, que peut-il arriver, je vais le résoudre à l'aide de techniques d'analyse. Et bien sûr, la deuxième question, qu'est-ce qui est admissible? Qu'est-ce qu'on peut admettre? Qu'est-ce qu'on ne peut pas admettre? Des fois, on peut tolérer certaines choses. Et des fois, on ne peut pas tolérer certaines choses. L'être humain accepte des choses et n'accepte pas des choses. Au niveau sécurité, des fois, c'est quelque chose de psychologique. Ok? Le risque, le risque, c'est un effet psychologique. Si par exemple, vous allez à l'aéroport, vous allez prendre l'avion, si le premier avion qui décolle va tomber, déjà, il y a peut-être que 50 personnes ne vont pas prendre le deuxième vol. Le deuxième vol est tout fait. Si le deuxième vol va tomber, je vous assure que tout le monde va partir. Personne ne prendra l'avion. Donc il y a un seuil de risque en nous-mêmes. L'être humain accepte certains risques. Il sait bien que l'avion peut faire des accidents, peut tomber, il n'y a aucun survivant. Mais il accepte de monter parce que statistiquement, il a un certain confort où le risque est moindre. Donc il y a une certaine façon d'accepter pour chaque société, bien sûr. Chaque société va accepter ses limites. Chaque société, bien sûr, ça dépend des sociétés. Mais on n'a pas tous le même raisonnement. On n'a pas tous le même raisonnement. Ça dépend à quoi on est habitué, ça dépend de beaucoup de choses, beaucoup de paramètres. Okay. Au niveau protection, les nouvelles règles en général mondiales, y compris donc, ceux de l'Algérie, définies par les DTR, tout ce qui est documents techniques réglementaires, généralement, déjà on sépare deux états. On parle d'état limite ultime et d'état limite de service. Bon, l'état limite de service dans le cas sismique, ça ne nous intéresse pas, parce qu'on n'est pas préoccupé par l'utilisation de l'édifice. On est préoccupé par la ruine de l'édifice, ce qui va causer des pertes de vie et de biens. C'est ça ce qui nous intéresse beaucoup plus. Au niveau sismique, on ne s'intéresse pas à la bonne exploitation de l'ouvrage. On n'est pas en phase d'exploitation de l'ouvrage, on est en phase de survie. Ce qu'on cherche quand il y a un séisme, c'est qu'on ne meurt pas. Et qu'on est sain et sauf. Le matériel, l'argent, s'en fout, là, c'est bon. Et pour nous, c'est de survivre, d'éviter qu'il y ait des pertes en vie humaine. C'est ça le principal
la principale protection qu'on essaie de chercher. On essaie donc d'éviter, on va essayer d'éviter qu'il y ait des pertes de vie humaine. Qui dit perte de vie humaine, généralement, on dira donc c'est la ruine, l'effondrement de l'ouvrage. Ce qu'on cherche à éviter au niveau sismique, c'est l'effondrement de l'ouvrage. On va essayer de ne pas permettre à un séisme de faire ruine à un ouvrage. Mais on a bien vu avant qu'il y a certains ouvrages où ils doivent rester opérationnels. On a vu ça. Tels que par exemple des grands hôpitaux, des grandes casernes, la centrale électrique, les télécommunications. Donc cela, oui, on doit se préoccuper de leur fonctionnalité. Pas à 100%, mais il faut qu'elle reste fonctionnelle. Donc il y a deux aspects là. Donc on va chercher un aspect pour les bâtiments stratégiques qui doivent rester opérationnels, malgré qu'il y ait peut-être des fissures, des tremblements de terre, etc. Mais pour les autres, on cherchera à éviter la ruine de l'ouvrage. On cherchera à éviter la ruine de l'ouvrage pour ne pas, comme j'ai dit, faire ressortir après donc, des dégâts importants au niveau humain, au niveau matériel, etc. Donc déjà ici, nous avons deux aspects, mais ce qui nous intéresse, il y en a beaucoup plus, c'est toujours l'état limite ultime. Et on le définit comme étant, ce n'est pas un état limite ultime courant, c'est un état limite, c'est pour ça qu'on parlera d'un état limite accidentel. C'est un état limite accidentel. Il est accidentel, il peut survenir comme il ne peut pas survenir. C'est l'accident. On peut avoir un accident et on ne peut pas avoir aussi un accident. Donc c'est pas s'il y a un risque sismique, ça veut dire qu'il va y avoir un séisme. Ça ne peut jamais arriver. Et c'est pour ça qu'on parlera d'accident. On parlera d'accidentel. Bien sûr, les combinaisons sont définies par les DTR, tout est défini par tout ça. Et dans ce cas, comme j'ai dit, accidentel, nous avons deux types de structures. Nous avons des structures, ce qu'on appelle très importantes, et nous avons des structures normales. Voilà, normalement importantes. Ok. Et bien pour cela, il faut qu'il reste en fonction. Il faut qu'il reste en fonction. Ok. Et pour cela, non, il faut qu'il soit en non-ruine, non-effondrement. Ok. Donc ici, on peut tolérer beaucoup de dégâts. On peut tolérer beaucoup de dégâts pourvu que le bâtiment ne soit pas en ruine. Et sinon, on peut tolérer moins de dégâts, mais il faut que le bâtiment reste fonctionnel. Il faut que le bâtiment reste fonctionnel. C'est ça le principe de la séparation, la classification des ouvrages par catégorie d'ouvrages. Ok. On va parler maintenant un peu de développement des zonings. On va essayer de voir comment, puisqu'on avait dit avant que le zoning, voilà, l'aléa était lié donc à l'histoire, les enregistrements. On va essayer donc maintenant de voir à peu près comment ça a évolué. Comment ça a évolué. Ok, là, on peut voir ici, bien sûr, ici, depuis, en général, l'Algérie s'est dotée depuis 1981. C'est-à-dire depuis le premier séisme de l'océan. C'est les premières règles algériennes, c'est les règles parasismiques algériennes de 1981. Donc on a commencé déjà à analyser le séisme en 1981. Avant, ça veut dire qu'avant, toutes les études ne se faisaient pas sismiques, elles se faisaient sismiquement, mais elles se faisaient avec le règlement français en général. Elles se basaient sur le règlement français, le parasismique français. Okay. Donc les études en Algérie ont été toujours faites, même avant 81, elles ont toujours été faites sur des paramètres sismiques. Sauf qu'il n'y avait pas quelque chose de propre à l'Algérie, du point de vue zoning, du point de vue classification, etc. Ok. Donc, ça, donc, généralement,
à partir des premières règles de l'RPA 81. Généralement, ces règles, en 1980, l'Algérie n'avait pas beaucoup d'ingénieurs. Ok. N'avait pas beaucoup d'ingénieurs, c'était juste un début. Il n'y avait pas beaucoup d'ingénieurs. Moi, je n'étais pas ingénieur, j'étais étudiant, d'accord. Donc, en général, on ne pouvait pas vraiment se permettre d'élaborer des règles parasitiques. Peut-être que dans toute l'Algérie, peut-être qu'il y avait une trentaine ou une quarantaine d'ingénieurs. Okay. Donc, en général, le RPA, généralement, c'est les Américains, les premières règles. C'est des règles, généralement, qui ont été élaborées par des Américains. Les premières règles pour l'Algérie, c'est les États-Unis qui nous ont dotés des premières règles parasitiques. C'était les Américains aussi ont aidé. Donc les pays qui avaient les mêmes règles à peu près, je peux citer l'Iran. L'Iran, c'est les mêmes règles. Si on se réfère aux règles de 80, comparativement aux règles de 80 de l'Iran, c'était les mêmes règles parce qu'ils ont été tous faites par les Américains. Et la Turquie. Si je reviens, donc, comme j'ai dit, si je reviens vers les règles parasismiques turques et iraniennes, c'est les mêmes règles que ceux algériens. C'est les mêmes, pratiquement la même chose. Pratiquement, c'était la même chose. Il n'y avait pas une grande différence. Ok. Donc, on a été doté en 1981 de règles parasismiques américaines. Les Américains sont très développés du parasismique parce qu'ils ont le côté, je crois, sud, Los Angeles, etc. C'est des zones très sismiques. Ok, surtout Los Angeles, c'est des zones très sismiques. Donc, les Américains étaient très développés du point de vue sismique. Et donc, on nous a aidés par, bien sûr, l'élaboration de règles. Je crois que c'était les mêmes règles, je crois bien, à New York City. C'était les mêmes règles appliquées à New York. Parce que chaque État a de ses propres règles. Donc en général, le règlement algérien a été adopté en 1980-81, élaboré par les États-Unis en général. C'était le même que celui de l'Iran, de la Turquie et de New York City. Et bien pour vous mettre dans l'esprit, parce que les règles parasismiques ont subi un développement. Ce n'est pas uniquement l'AIA qui a subi un développement. Même les règles parasismiques se sont développées. Il y a beaucoup de développement dans tout ce qui est parasismique. Alors, on était arrivé, les États-Unis, dans le concept là, ils étaient à la troisième génération en termes de règles parasismiques. En termes de règles parasismiques aussi, il y a la première génération, la deuxième génération et la troisième génération. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est resté dans la troisième génération. La France, en 1900, avant 92, elle n'était pas arrivée aux règles de troisième génération. Ils étaient dans les règles de deuxième génération. Ok. Donc déjà au départ déjà on était développé Au départ déjà, le développement parasismique en Algérie était mieux adopté que le règlement sismique français. Et avec, quand je dis la France, après c'est toute l'Europe. Okay. Donc, nous étions déjà très développés avec des règles parasitiques de troisième, ce qu'on appelle troisième génération. Je vais parler des différences entre ces générations de règles. Okay. Bien sûr, comme j'ai dit, généralement,
Le premier zonage a été établi par les Américains sur la base de quelques histoires, etc. Donc ce n'était pas vraiment très détaillé. C'était pas l'aléa de l'Algérie n'était pas très détaillé. Dans les premières règles en général, on parlait de uniquement 4 zones. La zone 0, sismicité négligeable. La zone 1, sismicité faible, non négligeable. La zone 2, A. Donc il n'y avait pas la zone de A. Je peux le remettre là, sinon. Voilà, ça c'est les premières règles. La première règle est à 88. Le 88, en général, on a vu uniquement 3 zones. La zone 1, sismique, faible sismicité. La zone 0, donc, c'est le sud, il n'y a pas de séisme en place. Et vous avez la zone 2 qui englobait tout le nord algérien. Et on a vu en général que c'est vrai parce que la plaque tectonique elle était juste à côté de la faille. Et la zone 3, c'était le centre uniquement Alger. Donc ici, dans les règles de 80 jusqu'à 99, on avait 4 zones. Mais la zone 0, 1, 2, 3. Donc ça, c'est les premières règles. Bien sûr, il n'y avait pas beaucoup d'études sur le zoning. Et on était précipité, donc il fallait faire un règlement. Donc on était précipité, il n'y avait pas beaucoup de données. Il fallait commencer à calculer les structures. Et là, donc, on est parti sur un ensemble qui constitue des grandes zones. La zone 3, c'était uniquement Alger. La zone 2, c'est tout le nord algérien. La zone 1, c'est l'Algérie interne. Et la zone 0, tout ce qui est sud. Ok, ça, c'est les premières règles qui ont été développées. Le deuxième règle, les deuxièmes règles en général, c'est ce qui a été changé après le séisme de 2003. Après le séisme de Boumerdès, il y a eu un changement au niveau zoning. On est passé d'un zoning à 3, à 4, avec quelques régions dans la zone 3, très forte sismicité. Après donc, le séisme de Boumerdès, il s'est avéré qu'il a atteint presque 5,8 à 6. Et donc on a un peu modifié tout ça. On a élargi un peu. Vous voyez qu'on est toujours. Donc on a créé une sous-zone. Donc au lieu que ce soit 4 zones, on est passé, la zone 2 a été partagée en 2 zones, en 2 sous-zones. Le 2A, non pas ici. Okay. Donc on a créé ici le 2. On a élargi, il y a eu élargissement ici. Il y a eu dans l'RPA 99, ensuite depuis 99 jusqu'à 2003, après tous les séismes qui ont été donc, enregistrés, on a élargi, vous voyez ici qu'on a élargi un peu la zone 3. Elle a été élargie. Elle était concentrée juste au niveau d'Alger. Voilà. Et maintenant, donc, la deuxième analyse a fait que cette zone-là soit élargie. Ok, soit élargie. Donc on a un peu élargi. On a maintenu ici les zones de moyenne sismicité, les zones de faible sismicité, les zones de sismicité 0. Ok. Ensuite, on est passé au séisme de 2000. Ici, nous sommes dans un séisme de 2024. Donc, 2003, on a créé une sous-zone. Donc, 0, 1, 2, 3. On est resté dans le 1, 2, 3, c'est-à-dire dans les 4 zones. On est resté dans les 4 zones. Ici, 4 zones. Mais on a créé une zone intermédiaire. La zone 2A et la zone 2B. Donc on a scindé la zone 2 en 2. On a scindé la zone 2 en 2. Ok. Donc tout ce qui était en zone 2, tout ce qui était en zone 2, avec elle, a été, donc on a créé une autre zone. C'est la zone 2A
et 2B. Donc ici, tout ça c'est la zone de A. Ici, nous avons une petite zone, c'est pas clair ici, une zone 2B pour arriver à la zone 3. Donc là, on part pour l'RPA 2003, on part un nouveau zoning, bien sûr, avec un changement, on va le voir Malika, avec un changement d'accélération. Il y a eu une augmentation de tout ce qui est accélération sismique. Donc on a touché à deux choses ici. On a touché à l'aléa et on a touché ici à l'accélération du sol. Parce qu'il y a eu des enregistrements qui ont été faits. Et on est arrivé maintenant à l'RPA 2024. Donc ici, je suis en 2024 et non pas 2003. Je suis en 2024, c'est le nouveau RPA qu'on va faire face. Donc il va rentrer en application d'ici janvier. On passe à cette zone. On passe à cette zone. On passe à cette zone. La zone 0. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. On passe à cette zone. Donc ici, ça a changé un peu. On peut voir que au niveau zoning, vous voyez, les fortes sismicités ont été très allongées maintenant. Ok? Dans la zone de, comme on a dit la deuxième fois, dans la zone de BGR. Et toute la partie, vous voyez ici. Ok, jusqu'à la deuxième faille ici. Vous voyez la faille, donc tout ça a été donc rendu zone de très forte sismicité. Donc à partir de 2024, toutes les constructions vont se baser sur le principe de la très forte sismicité, donc toutes ces zones-là. Ensuite, vous avez la zone 2, moins forte. Ok, c'est la zone rouge. Ok. Ensuite, on passe à une zone 4, ici, la zone 4. Donc, on est maintenant dans la zone 4. Parce que si on suit aussi pas uniquement l'ALIA tient compte aussi de la vulnérabilité, donc le nombre d'habitants dans une wilaya doit l'entrer en jeu aussi. Le nombre d'habitants l'entre en jeu. On ne peut pas donner pour une même zone de sismicité une petite ville avec une grande ville. En général, les grandes villes, on leur donne beaucoup plus de protection. Et là, donc, il y a eu 7 zones. Bien sûr, en général, ces 7 zones ont été définies par rapport à une accélération. On peut voir ici l'accélération. Ok, on démarre de quelque chose de très très faible, 0,07 G, jusqu'à 0,3 G. Jusqu'à 0,3 G. Bien sûr. Ce qui a changé, c'est que, comme j'ai dit, on passe de 5, on était à 4, 0, 1, 2, 3, on passe à 5, 0, 1, 2A, 2B et 3. Ok? Et on passe maintenant à 7. On passe à 7. On passe à 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pour les séismes, je vais faire une petite critique. Moi, pour les séismes en général, c'est beaucoup de zones. Il y a eu beaucoup de zones. Par exemple, entre 0,07 et 10, on pouvait analyser. On pouvait jumeler ça. Quel sera l'impact avec 0,05 et 0,10? C'est le même impact. C'est le même impact. Ok. Même ici, on parle, vous voyez ici, on parle d'une variation de 0,15. On parle d'une variation de 0,15. C'est-à-dire que ici, c'est plus ou moins 0,05 G. 0,05 G. On passe de 0,7 à 0,10. 0,10, 0,15, 0,15, 0,20, 0,20, 0,25, 0,25, 0,30. Ça devient vraiment important quand même. Ça devient important pour l'ingénieur de voir, peut-être c'est par commune, une partie, vous allez voir qu'il y a des wilayas maximum. Voilà, vous voyez que les wilayas sont partagés en deux.
Ok, et là, partagé en deux. Ok. Entre la zone 7 et la zone 6, entre la zone 6 et la zone 5 et la zone 4. Donc, c'est vraiment, ça devient un peu. Déjà, la classification de la zone par rapport à l'ouvrage, là, ça va compliquer. Malgré que, on ne va pas avoir grande chose au niveau des gains. Une accélération de 0,07 par rapport à 0,010, je ne crois pas que vraiment que ça va donner quelque chose de très défiant. Ok. Donc maintenant, regardez les dernières règles. Donc c'est carrément un changement d'ALIA. Donc l'ALIA est beaucoup plus précis parce qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites. Et en même temps, c'est un changement de l'accélération sismique. C'est un changement de l'accélération sismique. Ok. Ici, si je compare en termes d'accélération, si je compare voilà, ce qui s'est passé en termes d'accélération, depuis l'RPA, entre l'RPA 88, l'RPA 99, la version 2003, et l'RPA 2024. Donc ça, c'est le changement de pas. Ici, auparavant, comme j'avais dit, ici, on peut voir ici que le groupe d'usage est inclus dans le tableau. On avait parlé de ça, de 1A, importance vitale, grande importance, moyenne importance et importance. Importance aérienne. Ok, donc vous voyez que ça c'est l'accélération sismique. Et vous voyez que dans le tableau, vous ne trouvez pas G ici. Il n'existe pas le G. Ici, ça veut dire que c'est 0,25 G. C'est 0,30 G. Les gens croient que c'est un facteur. Non, ce n'est pas un facteur, c'est une accélération sismique. Puisque m'a dit que fait le calcul, c'est 1 fois A. Puisque, chez Newton, 1 gamma, la force égale à 1 gamma. Gamma ici, c'est l'accélération, c'est A. Et donc, pour moi, la force sismique, Fs, la force sismique, ce n'est pas la force sismique, c'est égal à M multiplié par gamma. Les hauts A, c'est égal à M multiplié par A. Mais A, pour avoir un kilonewton ici, il faut que A soit en mètres par seconde au carré. Donc je dois multiplier tout ça, c'est-à-dire c'est 0,2 fois G. Et je vais multiplier par la masse et j'aurai ici la force. Ok, donc ce n'est pas un facteur. A, c'est l'accélération du sol. Beaucoup de gens ne se rendent pas compte qu'A, c'est l'accélération du sol. Ils croient qu'A, c'est un facteur de calcul. Ce n'est pas un facteur de calcul, A. A, c'est l'accélération du sol qui est définie à partir d'ici en le multipliant par G. Et donc, on peut voir les changements. C'est-à-dire ici, dans l'RPA 88 jusqu'à 99, on tenait compte dans l'accélération, dans la définition de l'accélération, on prenait en compte directement la catégorie de notre ouvrage avec l'accélération. On lui donnait en zone 1, en zone 2 et zone 3. في l'RPA 2024, non. I. Ils ont fait rentrer I, l'importance. L'importance de l'ouvrage. Donc c'est un facteur à part. Donc ce n'est plus MA. Dans l'RPA 2024, si je parle en termes de force sismique, c'est I fois M fois A. Donc le paramètre d'importance, il a été créé à part. Pour conserver une accélération dans le même cycle, dans le même sort. Ici, on peut voir, si je lis ici, c'est-à-dire ici, je suis dans la même zone, ici. Ok? Je suis dans la même zone verticale en fonction de l'ouvrage. Ici, je suis dans la même zone. Par exemple, la zone 3, la zone 3, la zone 3, la zone 3. Ça, c'est la zone 3. Et vous voyez que pour la zone 3, l'accélération n'est pas constante. Elle dépend de l'importance de l'ouvrage. 1A, 1B, 2 et 3.
chaque ouvrage, c'est-à-dire pour une même zone, vous avez diverses accélérations. Donc on est obligé de revenir toujours dans ce tableau-là. Maintenant, non. Maintenant, vous allez avoir pour chaque zone, la zone 3, c'est 0,15G, il est unique. Il est unique pour la zone. Annaba, zone 3, zone par exemple 3, 0,15G. Mais l'ouvrage, je lui donne un facteur d'importance. Par exemple, si j'ai un ouvrage à 1, eh bien, I sera égal à 1 pour un ouvrage normal. Pour un ouvrage normal. Pour un ouvrage normal. 2. Un ouvrage normal. Maintenant, c'est sûr, le facteur est égal à 1. Normal égal à 1. Si je suis dans le 1B, c'est sûr que ça sera supérieur à 1. Ça sera 1,2 ou 1,3. Si je suis dans un ouvrage de grande importance, eh bien, ce sera peut-être 1,6 ou 1,8. Donc ici, on conserve l'accélération pour toute la zone, mais on tient compte de l'importance de l'ouvrage en introduisant un facteur d'importance. Ok. Et c'est pour ça qu'ici, vous avez une seule accélération dans le zoning, alors qu'ici, vous avez plusieurs accélérations qui dépendent du type d'ouvrage. Ok, donc maintenant, on a changé. Là, c'est la réglementation. Généralement, on va vers une réglementation plus ou moins mondiale. D'accord. On revient vers comment on travaille tous les règlements à peu près au niveau international. Le code américain, turc, le code iranien, ils travaillent tous sur en donnant un facteur d'importance au niveau de notre structure. Ok. Si je compare avec Bénin, j'ai dit que c'est vraiment très très important quand même pour le zoning. Il y a beaucoup de zones. Si je compare, à titre comparatif, mais je ne parle pas de ma tête, je dois me référer à autre chose. Je vais voir par exemple des règlements européens. Je vais voir par exemple l'Eurocode, la classification, au niveau donc, zoning. Ok. C'est une référence que je dis. On ne peut pas s'en passer, c'est une référence. C'est une référence. Voilà, ici vous avez tout ce qui est européen, l'ALEA européen. L'ALEA européen, on peut voir ici donc l'Europe, comment elle est classée. Donc comme j'ai dit, vous avez un peu l'Espagne, un peu le sud de la France, l'Italie, ok, l'Italie, la Turquie, la Grèce, etc. Donc maintenant au niveau européen, ils ont plusieurs zones au niveau européen. Okay. Si je prends les zones européennes, vous avez la zone. Combien de zones? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ils ont 9 zones. Les Européens, ils ont 9 zones. Mais ça, 9 zones, c'est pour toute l'Europe. C'est pas pour un pays. Toute l'Europe. La surface de l'Europe, elle est égale à Madrid. 10 fois, 20 fois la surface de l'Algérie. Et on peut le pas qu'ils ont pris. Le pas, pour la séparation, essayer de voir le pas, on devrait s'inspirer de la réglementation mondiale. Ça, ça ne dépasse, l'Égypte, le pas, c'était de 0,05. Et le pas, c'était de combien? 0,10. On passe de 0,05 à 0,15, de 0,15 à 0,25, de 0,25 à 0,35, 0,45, 55, 65, 75. Donc le pas, c'est un pas de 0. 10G. Le pas est de 0,10G. Ok. Donc, on passe, nous sommes de 0,07 à 0,30 G. Et nous avons combien? 6 ans. Ici, il passe de 0,05
à 0,8 G. Il y a des zones, comme en Turquie ou en Italie, ils peuvent aller jusqu'à 0,8 G ou les 0,75 G. Et on peut voir donc une variation de 0,05 à 0,75, supérieur à 0,8, avec 7 zones. Nous sommes à 6 zones, avec des pas de 0,05 G, delta G. Je ne sais pas, voilà, je ne sais pas. Peut-être que je vais faire une expérience en calculant un ouvrage à 0,10 et à 0,15. On verra la différence après état 5. Je ne sais pas si elle a été faite. C'est-à-dire on calcule un ouvrage à 0,15 et à 0,20. Et on va voir, essayer de voir la différence vraiment les deux combien. Okay. Mais je considère qu'il y a eu donc beaucoup de zones, malgré que je ne dis pas que ce n'est pas bien, toujours utile, mais ça complique un peu parce que les calculs, il ne faut pas vraiment, il faut cibler votre commune là où vous êtes, et vraiment ne pas se tromper dans l'attribution de l'accélération sismique à votre ouvrage. Voilà. Voilà, donc j'ai pris le point fin, donc à peu près, donc, nous avons une idée à peu près, donc les gens se sont fait une idée sur tout ce qui est sismique, l'approche à peu près, l'approche aléa. Le plus important dans l'aléa, c'est la détermination de l'accélération du sol, au niveau donc, sismique. Et bien sûr, donc, on va essayer de, prochaine fois, donc peut-être après, on va rentrer dans le mécanisme de comportement. On va maintenant voir quelles sont les répercussions de tout ça sur une structure. On va rentrer donc maintenant dans l'analyse des structures sous l'effet d'incision. Ok, shukran.